22 janvier 2006, Staples Center de Los Angeles. À la mi-temps, les Lakers de Kobe perdent de 14 points face aux Raptors de Toronto. Leurs propres supporters les sifflent dans leur propre salle. Kobe Bryant a 26 points au compteur. Ses coéquipiers s'appellent Smush Parker et Kwame Brown. Personne ne croit à la remontée. Personne. Et puis, le troisième quart commence. Tir à mi-distance, dedans. Drive, faute, deux lancers, dedans. 3 points, dedans. Encore un autre 3 points, dedans. Kobe inscrit 27 points dans un seul carton. À lui seul, il efface 18 points de retard. Il entre dans le quatrième carton à 53 points. La salle commence à comprendre qu'elle est en train de voir quelque chose d'improbable. À 6 minutes de la fin, Kobe inscrit 60 points. 70 points 2 minutes plus tard. Il dépasse les 69 points de Michael Jordan. Puis les 71 points d'Elgin Baylor. Les records tombent, les uns après les autres. Et personne dans cette salle ne bouge, comme médusé par ce qu'ils sont en train de voir. Non seulement les Lakers remportent le match, mais Kobe le finit avec un score historique de 81 points. 28 tirs sur 46, 7 tirs à 3 points, 18 sur 20 au lancer franc, 90% de réussite. Il inscrit 32 des 37 derniers points de son équipe à lui seul. Deuxième performance individuelle de l'histoire de la NBA. Après le match, un journaliste lui demande comment il a vécu ça. Et Kobe répond « Même dans mes rêves, j'aurais pas imaginé. » Et c'est quelque chose qui s'est juste passé. C'est difficile à expliquer. Oui, difficile à expliquer, mais pas impossible à comprendre. Ce soir-là, Kobe Bryant jouait dans l'état de flow. L'état de flow, c'est l'état dans lequel un athlète atteint son niveau de performance maximal. Sans effort apparent, sans bruit mental, sans doute. Le corps agit et la tête suit. C'est pas l'inverse. Et dans cette vidéo, on va décrypter exactement ce qu'est l'état de flow, quels sont les 5 déclencheurs précis et surtout comment toi aussi tu peux entrer dans l'état de flow à volonté. On rêve tous de ce moment où tout devient fluide, où tu n'as plus à réfléchir, où ton corps fait exactement ce qu'il faut, sans effort, sans doute, sans bruit mental. Et si tu as déjà ressenti ça même une fois, même 10 minutes, tu sais que tout ce dont tu rêves, c'est de le revivre encore. Je vais te donner dans cette vidéo les 5 déclencheurs précis pour entrer dans l'état de flow, mais je te préviens tout de suite. Le déclencheur numéro 4, celui sur les objectifs et le feedback, c'est celui que 95% des joueurs de basket n'appliquent jamais correctement. Et c'est exactement pour ça qu'ils n'entrent jamais vraiment dans l'état de flow. Et aussi, il y a un paradoxe, c'est une erreur que quasiment tous les joueurs font, qui empêche le flow d'arriver, même quand toutes les conditions elles sont réunies. Alors, prends de quoi noter, tu vas voir, c'est dense, mais c'est directement applicable. Allez, on attaque dès maintenant. Avant les déclencheurs, on a besoin de comprendre ce qui se passe vraiment. Parce que le mot flow, on l'entend partout, mais il y a peu de gens qui comprennent ce qui se passe vraiment dans le cerveau. Peut-être que tu l'as déjà vécu. C'est ce moment où tu joues et tu perds la notion du temps. C'est ce moment où tout est fluide, où le terrain semble plus grand, où tu vois les passes avant même que tes coéquipiers les aient décidées. Tu vois même les espaces qui s'ouvrent avant même la défense. C'est ce moment où tes jambes elles font le travail sans que tu leur aies demandé. Oublie de soi, oublie des autres, oublie du monde qui t'entoure, hyper focus, une impression de contrôle total. Alors, il y a Mihaly Csikszentmihalyi, c'est un psychologue américain au nom imprononçable. Il a passé 30 ans à étudier cet état chez des milliers de personnes, sportifs, artistes, chirurgiens, musiciens. Et il a dit que quand tu es dans l'état de flow, ton cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone analytique de ton cerveau, elle se met en veille. Ton cerveau limbique, il prend les commandes, les décisions sont plus rapides, ta vision de jeu s'élargit, ton corps joue sans filtre mental. Et Csikszentmihalyi, il a dit quelque chose d'encore plus fort. Il a dit que le flow, c'est le secret du bonheur. Les moments de flow sont les moments où les êtres humains se sentent plus vivants. Pas quand on se repose, pas quand on est à l'aise, mais quand on est absorbé dans quelque chose qui nous dépasse légèrement. Jeux vidéo, création, réflexion. Alors, comment on crée ces conditions délibérément? Je vais te donner les 5 déclencheurs. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Steve Alexandre, je suis préparateur mental certifié, coach de basket certifié et j'accompagne des joueurs de basket du niveau départemental jusqu'au haut niveau et je les aide à construire le mental qui fait la différence quand la pression est maximale. Et ce que je te partage dans cette vidéo, ce n'est pas de la théorie, c'est ce que j'ai vécu personnellement sur le terrain et c'est aussi ce que j'observe au quotidien dans les séances que je fais avec les joueurs que j'accompagne. Et d'ailleurs, j'ai créé un guide gratuit, Joue ton meilleur match.
C'est 5 protocoles mentaux, 12 pages. C'est ce que j'utilise avec mes joueurs quand ils préparent chaque match important. Garde-le en tête parce que je t'en reparle juste à la fin de cette vidéo. Le déclencheur numéro 1 de l'état de flow, c'est le parfait équilibre entre le niveau de défi et ton niveau de compétence. Et le flow, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'arrive pas n'importe où. Il arrive vraiment dans cette zone précise. Imagine un thermomètre mental. En bas, c'est trop difficile, donc tu t'ennuies, ton cerveau se met en veille. Et en haut, c'est trop difficile, donc t'angoisses. Tu gères le stress et pas l'enjeu. Et au milieu, on a ce qu'on appelle la zone dorée. Et c'est dans cette zone que le flow se déclenche. Là, il y a un chiffre que personne ne connaît vraiment, c'est que le défi doit être supérieur d'environ 4% à ton niveau de compétence actuel. Pas 50%, pas le double, mais juste 4%. C'est-à-dire très légèrement en dehors de ta zone de confort. Et si tu dépasses ne serait-ce que de 10%, eh ben en fait, le stress devient trop fort et là, ta motivation, elle chute et tu abandonnes. Et en match, tu joues contre un joueur qui est légèrement meilleur que toi, pas un Giannis, mais quelqu'un qui te challenge juste assez, quelqu'un qui te force en fait à te surpasser sans te détruire. Et c'est dans ce duel-là que le flow arrive. À l'entraînement, tu travailles un exercice que tu ne maîtrises pas encore parfaitement. Ne choisis pas un exercice que tu fais depuis 3 ans les yeux fermés, pas non plus un exercice qui te dépasse complètement, mais celui qui est 4% au-delà de tu en es en termes de compétences. Et moi, justement, j'aimerais savoir si dans ton équipe, tu joues plutôt en dessous ou au-dessus de ton niveau de compétence. Dis-le moi en commentaire parce que je les lis et je réponds personnellement. Et reste bien avec moi parce que le deuxième déclencheur, il explique pourquoi il y a certains entraînements qui sont morts et d'autres, par contre, qui te font entrer dans l'état de flow naturellement. Et vraiment, la réponse, elle va te surprendre. Le deuxième déclencheur, c'est la nouveauté et l'imprévisibilité. Le flow, c'est un état de présence maximal. Et ton cerveau, il reste présent quand il perçoit de la nouveauté. Nouveauté, changement, imprévisibilité, complexité, ces 4 éléments maintiennent ton attention verrouillée sur le moment présent. Tu as peut-être déjà observé un enfant qui joue à un jeu de construction. Il est totalement absorbé. Tu peux l'appeler, il n'entend rien. Tu peux mettre la télé, il ne regarde pas. Tu peux lui dire que le dîner est prêt, il ne bouge pas. Pourquoi ? Parce que ce jeu réunit exactement ces 4 éléments. La tâche est nouvelle. Il n'a jamais construit exactement cette pièce. Elle est complexe, c'est-à-dire que ça lui demande de la concentration. Elle est imprévisible. Il ne sait pas encore si ça va tenir. Et elle change à chaque seconde. Une pièce ajoutée, une nouvelle contrainte. Et son cerveau, il est verrouillé sur le présent. Il est dans l'état de flow. Et lui, il ne cherche pas à être dans cet état. Il joue et c'est tout. Et sur le terrain, eh bien, c'est exactement pareil. Quand tu joues un match, chaque possession est nouvelle. L'adversaire change de défense. Ton coéquipier prend une décision inattendue. Le score évolue, la pression monte ou elle descend. Et ton cerveau, il est forcé d'être là. Et c'est pour ça que les matchs génèrent naturellement du flow. Mais à l'entraînement, si tu fais le même exercice de dribble depuis 6 semaines, eh bien, ton cerveau, il est en mode pilote automatique. Il n'est plus là. Tu fais les mouvements, mais tu penses à autre chose. C'est là où ton cerveau, finalement, vagabonde. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que pas de nouveauté égale pas de flow possible. Et donc, pour ça, la solution, elle est simple. Change un paramètre, un seul, à chaque session. Aujourd'hui, tu travailles ton drive à gauche avec un défenseur passif. Demain, tu fais le même exercice, mais avec un défenseur actif. Après-demain, même exercice, décision à prendre après le drive. Et la nouveauté ne demande pas de tout réinventer. Elle demande juste de ne jamais faire exactement la même chose. Mais voilà quelque chose que personne ne te dit. Le flow ne vit pas que dans ta tête, il vit aussi dans ton corps. Et si tu n'actives pas le 3e déclencheur dont je vais te parler, les 2 premiers ne servent à rien parce que ton corps peut saboter tout ton flow avant même que tu touches le ballon. Alors, le 3e déclencheur, c'est la présence corporelle. Le flow, c'est pas uniquement mental, c'est aussi physique. Et pour entrer dans l'état de flow, tu dois être dans ton corps. Pas uniquement dans ta tête, dans ton corps. Et c'est ce qu'on appelle le screening corporel. C'est, si tu veux, c'est l'art de porter ton attention sur ce que tu ressens physiquement, ici et maintenant. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo complète sur comment travailler ta présence mentale et aussi reprogrammer ton dialogue interne avec des affirmations positives. La vidéo, elle s'affiche juste ici et je t'ai mis aussi le lien en description parce que
c'est l'une des premières choses à faire si tu veux entrer dans l'état de flow. Peut-être que tu connais ce sentiment avant un match important. Tu es là, tu es dans le vestiaire, ton cœur, il bat vite, tes jambes sont lourdes, ton estomac est serré. Et là, tu as deux options. Un, tu ignores ces sensations, tu mets ta musique, tu fais semblant que tout va bien, etc. Tu entres sur le terrain avec ce bruit dans ton corps que tu as complètement ignoré. Et tu as l'option 2, tu vas vers ces sensations. Et là, tu te demandes, où est-ce qu'elle est la tension? Dans mes épaules, dans mon cou? Est-ce que je respire vraiment? Et en faisant ce travail, tu ramènes ton attention dans le corps. Et une attention dans le corps, c'est un cerveau qui est disponible pour le jeu. Curry, au début d'échauffement, il fait des tirs avec les yeux fermés. Et quand il fait ça, il ancre son attention dans ses mains, dans son souffle. Et ce n'est pas de la superstition, c'est de la physiologie. Le Earth Mass Institute, qui a mesuré que 3 minutes de respiration cohérente avant un effort cognitif intense, augmente la précision de décision de 24%. Et donc, le type de respiration qui est vraiment parfait pour ça, c'est tu fais 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration sur 3 minutes, et tu peux faire ça aussi avant le coup d'envoi. Mais il y a vraiment une chose à laquelle il faut vraiment faire attention. Il y a quelque chose en fait qu'il y a très peu de préparateurs mentaux qui osent te dire ouvertement, et c'est peut-être la chose la plus importante de cette vidéo. Tu peux faire tous les exercices de respiration du monde, tu peux faire tous les ancrages corporels du monde. Tu n'as pas de paix intérieure, le flow ne viendra pas. Sans paix intérieure, pas de flow, c'est aussi simple que ça et aussi profond que ça. D'ailleurs, je vais te donner une anecdote personnelle que j'ai vécue il y a quelques mois de ça. En janvier dernier, j'ai traversé une période compliquée avec ma compagne. C'était un conflit lourd qu'on n'a même pas réussi à résoudre. Et ce soir-là, j'avais un match en vétéran. J'ai fait mon échauffement, j'ai respiré, j'ai essayé d'être là, mais en fait, mon esprit était resté dans cette dispute, dans ces mots, dans ces non-dits. Quand je suis arrivé sur le terrain, en fait, j'avais beau courir, défendre, m'ouvrir, il n'y avait pas de flow, pas d'état de grâce, il n'y avait pas de fluidité, il n'y avait rien du tout. J'ai fait ce que je pouvais ce soir-là, j'ai organisé le jeu, donc j'ai pris le minimum de responsabilité, mais j'ai juste géré. J'ai pas joué, juste géré. Et peut-être que ça, c'est quelque chose que toi aussi tu as vécu. Pas forcément une dispute, peut-être que c'était une tension avec ton coach ou un coéquipier que tu n'as pas réussi à résoudre. Peut-être que c'est un problème financier qui tourne en boucle dans ta tête ou des pensées négatives sur toi-même que tu nourris depuis des jours. Dis des choses parfois comme je joue mal, je ne suis pas à mon meilleur niveau, les autres sont meilleurs que moi. Comment est-ce que tu peux entrer dans l'état de flow avec tout ça dans le corps? C'est clairement impossible parce que le flow exige une disponibilité totale. Et la disponibilité totale, elle commence en dehors du terrain. Ce que j'apprends à mes joueurs et ce que j'ai appris sur moi-même, c'est que le terrain ne ment jamais. Ce qu'on ne règle pas en dehors du terrain, en fait, on le rejoue dans sa tête. Et donc, ce qui est important, c'est soigner ses relations, parler, communiquer, nommer les tensions, les émotions que tu ressens, les résoudre, transformer les événements difficiles, pas les effacer parce que c'est impossible, mais les intégrer. Tu peux aussi cultiver de la gratitude pour ce que tu as vécu, même les moments douloureux, parce que la gratitude, c'est ce qui transforme une blessure en force. Et c'est exactement ce que je travaille avec mes joueurs en accompagnement. On travaille justement sur ces blocages invisibles qui empêchent le flow d'arriver. Pas des blocages techniques, mais des blocages de vie. Et bientôt, justement, je vais sortir une vidéo entière sur comment cultiver ta paix intérieure quand tu es un joueur de basket. Ça marche aussi si tu fais un autre sport ou quoi que ce soit. On y verra aussi comment soigner ses relations, transformer ses pensées, ses blessures, pour que justement le terrain redevienne un espace de liberté et pas de tension. D'ailleurs, abonne-toi pour ne pas la manquer parce que sans paix intérieure, le flow reste hors de portée. Et maintenant, juste écoute-moi bien parce que le 4e déclencheur, c'est le plus sous-estimé de tous. J'ai accompagné des joueurs pendant des mois qui faisaient tout bien et pourtant le flow n'arrivait pas. Parce qu'il manquait ce 4e élément. Et quand ils l'ont compris, en fait, tout a changé. Le 4e déclencheur de l'état de flow au basket, c'est d'avoir des objectifs clairs et un feedback immédiat. C'est le déclencheur que 95% des joueurs ratent et c'est pourtant le plus puissant. Parce que le flow, il exige 2 choses simultanées. La première, c'est de savoir exactement ce que tu cherches à faire et la deuxième chose, c'est de savoir immédiatement si tu le fais bien. Peut-être que tu connais ce moment dans un match où tu joues, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu cours, tu défends, tu dribbles, mais il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans ce que tu fais, tu n'as pas vraiment d'intention claire.
Et c'est tout le contraire du flow. Ton cerveau, en fait, il ne sait pas à quoi évaluer, alors il évalue tout et il se disperse. Et Kobe Bryant, il se disait pas avant un match, je veux marquer 40 points, parce que ça, c'est un résultat. Et le résultat, ça ne se contrôle pas forcément, parce que ça ne dépend pas à 100% de toi, parce qu'il y a l'adresse, il y a l'adversaire, et tu as la pression. Son intention, c'était, je vais mettre de la pression sur la défense dès la première possession. Une action précise, activable immédiatement. Et à chaque possession, il savait s'il l'avait fait ou non. C'est la cause qui détermine des effets, et ça, c'est immédiat. Et son cerveau, en fait, il avait un feedback en temps réel. Et c'est ce feedback qui le maintenait dans le présent, c'est-à-dire dans le flow. Et avant chaque match, pose-toi une intention de processus, une seule phrase. Par exemple, je vais attaquer le panier sur chaque possession. Je fais box-out sur chaque tir. Je vais communiquer sur chaque écran de l'adversaire. Et pendant le match, après chaque possession, tu peux te poser juste une question. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais décidé de faire? Pas est-ce qu'on a marqué, mais est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Et le fait de réaliser cette intention, ça ne dépend que de toi, à 100%. Et donc, in fine, la réponse, elle est binaire. Est-ce que tu l'as fait? Oui, non. Et là, j'ai une question pour toi. J'hésite justement à faire une vidéo entière sur comment se fixer des objectifs clairs pour entrer justement dans l'état de flow, étape par étape, avec des exercices concrets appliqués avant chaque match, comme je le fais d'habitude. Donc, dis-moi en commentaire si tu penses que ça pourrait t'aider. T'écris juste un simple oui ou un non. Et sur base de vos réponses, je décide si je la fais ou pas. Parce que sur cette chaîne, c'est vous qui construisez le contenu. Donc maintenant, il nous reste un déclencheur et celui-là, il agit avant même que tu entres sur le terrain. Parce que tu peux avoir les 4 premiers déclencheurs de l'état de flow basket. Si ton corps n'est pas dans le bon état d'activation au moment du coup d'envoi, eh bien en fait, le flow peut ne pas s'installer. C'est comme vouloir allumer un feu de bois avec du bois mouillé. Le déclencheur numéro 5, c'est l'activation physiologique optimale. Le flow a besoin d'un corps dans un état précis. Les neurosciences appellent ça l'arousal optimal. Et voilà ce que j'observe constamment avec mes joueurs. Il y a deux profils qui sont complètement opposés, et donc pour ça, pour le gérer, il y a 2 protocoles complètement différents. Tu as le joueur qui est sous-activé, c'est-à-dire qu'il est en sous-stress. Tu le reconnais parce qu'il arrive en match comme s'il sortait du lit. Non, je ne donnerai pas de nom, mais toi, tu peux en mentionner quelques-uns dans les commentaires si tu en as. Donc, ce joueur, il arrive, échauffement mollasse, pas d'intensité, regarde dans le vide, il met 10 minutes à rentrer dans son match. Et ces 10 minutes-là, il sera jamais dans l'état de flow au basket. Son corps n'a pas reçu le signal que c'est maintenant qu'il faut se bouger. Et tu as aussi le joueur suractivé qui, lui, est trop stressé, tu le connais aussi. Il est tellement stressé avec un grand match qu'il fait des erreurs dès les premières possessions. Il force, il précipite, il est dans sa tête, son corps est trop chaud, il ne peut pas se poser parce que... Et là, il n'est pas dans le flow non plus. Le flow arrive dans la zone d'activation optimale, c'est-à-dire entre les deux, entre le surstress et le sous-stress. Et donc, voici le protocole que j'utilise en fonction des profils. Protocole pour les joueurs qui sont sous-activés, c'est-à-dire trop calme, trop mou. 1. Une posture de puissance. Tu te redresses, épaules ouvertes, tête haute, chest up. Ton corps envoie un signal à ton cerveau, je suis prêt. Et donc, la posture, elle précède l'état optimal. 2. Respiration courte et puissante. Inspiration rapide par le nez, expiration forte par la bouche pendant 20 à 30 secondes. Et quand tu fais ça, tu sens l'énergie monter. C'est physiologique, pas mental. 3. Visualisation de tes objectifs à réaliser. Tu fermes les yeux pendant 30 secondes et tu vois exactement ce que tu dois faire sur le terrain. Une action précise, en détail. Et ton cerveau, rappelle-toi qu'il ne fait pas la différence entre la réalité et ce que tu imagines. Et 4. Un ancrage personnel. Ton geste, ton mot, tu peux te taper sur les bras, sur les cuisses, et ça, c'est le signal qui te dit on y va, c'est maintenant. Et enfin, tu as le protocole pour les joueurs suractivés, c'est-à-dire trop stressés, trop dans sa tête. 1. Une posture détendue. Assieds-toi si tu peux, lâche les épaules, décroise les bras, desserre le corps. Et quand tu fais ça, en fait, tu desserres le mental. Ensuite, en 2, tu respires en 4-6. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Tu fais ça 3 minutes minimum. L'Earth Mass Institute
Il dit que ça, en faisant ça, ça t'apporte 24% de précision dans tes décisions après avoir fait ce protocole. Parce que tu calmes le système nerveux sans l'endormir. La troisième étape de ce protocole, c'est comme pour l'autre, visualisation de tes objectifs à réaliser. Même principe, tu es focus sur le processus, pas sur le résultat. C'est pas « je veux gagner », mais vois-toi en train d'exécuter une action calme, détachée, précis. Et enfin, tu termines avec ton ancrage personnel, ça peut être un geste, un mot, ta routine, et c'est le même signal à chaque fois qui te pose et qui t'ancre. Et ces deux protocoles, je les utilise avec tous mes joueurs. Pas le même pour tout le monde, parce que le flow n'a pas de taille unique, mais la première chose à faire, c'est de te connaître toi-même. Tu es plus sous-activé ou suractivé avant les matchs? D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu es plutôt sous-activé, suractivé. Et donc, si tous ces déclencheurs sont présents en même temps, l'état de flow au basket, il est quasi garanti. Mais il y a un paradoxe important, et avant de t'en parler, je veux te poser une question. Est-ce que toi aussi, tu as déjà vécu un moment comme ça? Un moment où tu jouais et tu t'es rendu compte après que tu n'avais pas réfléchi à ce que tu faisais, que ton corps avait tout fait, que tout était fluide. Moi, ça m'est déjà arrivé et je veux te le raconter parce que si ça m'est arrivé à moi, ça peut aussi arriver à n'importe quel joueur. C'était un match de championnat contre Verdun, mon club formateur, celui qui m'avait vu grandir, celui contre lequel d'habitude je faisais toujours des mauvais matchs. Parce que, je sais pas, trop de pression, trop de souvenirs, trop d'envie de prouver quelque chose et à chaque fois je passais à côté. Mais ce jour-là, j'étais prêt. Physiquement, mentalement, techniquement. On était d'ailleurs avec cette équipe, on était au coude à coude au classement et celui qui gagnait le match pouvait monter. Et il y a cette action. L'un de leurs meilleurs joueurs défend sur moi, j'étais dans l'aile, je fais un gros démarquage, j'attrape la balle à 45 degrés sur la droite, je pars en drive vers la ligne de fond et je monte au tir en suspension. J'étais haut, vraiment, j'étais vraiment haut et c'est d'ailleurs ce qui a donné cette photo. Et là, quelque chose d'étrange se passe. Je vois plus rien. Sur toute l'action, en fait, c'était littéralement un écran noir que j'avais devant les yeux. Mon corps agit, mais sans moi, sans ma tête, sans mes doutes. Et là, le ballon, il fait ficelle. Et ce jour-là, j'ai fait l'un de mes meilleurs matchs contre mon club formateur, le match qu'il fallait absolument gagner. Et si toi, en m'écoutant, tu t'es reconnu aussi dans ce que je viens de décrire, si tu as déjà eu cet écran noir, cette sensation que ton corps jouait sans toi, même une fois, même 5 minutes, alors ça veut dire une chose. Ton cerveau sait te faire entrer dans l'état de flow. Il faut juste que tu arrives à recréer les conditions. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir. Maintenant, le paradoxe du flow. Le flow, tu ne peux pas le chercher directement. Dès que tu penses « je veux être dans l'état de flow », tu actives ton cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est exactement la zone qui bloque le flow. Chercher le flow, c'est comme chercher le sommeil. Plus tu essaies de t'endormir, plus tu restes éveillé. C'est pour ça que Kobe ne pouvait pas l'expliquer. Ce soir où il met ses 81 points contre Toronto, il n'essayait pas d'entrer dans l'état de flow, il était focalisé sur une seule chose, remonter au score, possession après possession. Et le flow est arrivé parce qu'il avait arrêté de le chercher. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vises pas le flow, tu crées ces conditions. Phil Jackson, 11 titres NBA, disait une seule chose à ses joueurs avant les grands matchs. Ne cherchez pas à gagner, cherchez à jouer juste. Et c'est ça la sagesse du flow. Le résultat, c'est une conséquence. L'état de flow, c'est le chemin. 3 choses que personne ne te dit sur le flow. La révélation numéro 1, le flow, il a une durée naturelle. En moyenne, 90 minutes maximum. Après, le cerveau se fatigue, c'est de la biologie, c'est pas un échec. Révélation numéro 2, tu peux réactiver un flow interrompu en 60 secondes. Respiration, intention reformulée, 3 secondes de silence. C'est ce que les meilleurs font en sortie de temps mort. Révélation numéro 3, le flow est collectivement contagieux. Quand un joueur entre dans l'état de flow, les performances collectives augmentent dans les 2 minutes suivantes. Wembanyama, il appelle ça entrer dans le même espace naturel. Il y en a d'autres qui appellent ça le momentum. Et les neurosciences appellent ça la synchronie neurale. Je te résume les 5 déclencheurs en 30 secondes. 1. Équilibre défi-compétence. Le défi doit être 4% au-dessus de ta zone de confort. 2. Nouveauté et imprévisibilité. Ton cerveau a besoin de surprises pour rester présent. 3. Présence corporelle. Tu dois être dans ton corps et avec la paix intérieure en dehors du terrain.
4. Des objectifs clairs et feedback immédiat. Une intention, une question après chaque possession. 5. Activation optimale. Sous-activer ou suractiver. En fonction de ça, tu as maintenant le protocole à utiliser. Et le paradoxe que tu ne dois jamais oublier, ne cherche pas le flow, crée ses conditions et il arrive tout seul. On vient de voir maintenant les 5 déclencheurs. Le paradoxe, le protocole en 3 étapes, mais voilà, ce que je sais, c'est que lire un contenu et l'appliquer dans le flot de l'action, c'est 2 choses différentes. Et le jour du match, tu n'as pas forcément le temps de repenser à tout ça. Il te faut quelque chose de simple, d'immédiatement activable, que tu peux relire en 5 minutes dans le vestiaire. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le document Joue ton meilleur match. C'est un guide de 12 pages avec les 5 protocoles step by step. Tu arrives au match, tu ouvres le guide, tu suis les étapes et tu entres sur le terrain dans l'état que tu as décrit Kobe sans avoir même à y penser. Ce n'est pas un bonus, c'est juste la prochaine étape logique après cette vidéo. Le lien, il est dans la description. Le guide, il est gratuit. Télécharge-le maintenant pendant que tu y penses. Et dis-moi aussi en commentaire ce que tu as pensé après ton prochain match. Je lis tous les commentaires et j'y réponds personnellement. Si cette vidéo, elle t'a donné au moins un outil, like-la, ça prend 1 seconde et ça permet à d'autres basketteurs de la trouver. Et si tu veux continuer à travailler ton mental avec moi, abonne-toi parce que chaque semaine, je te partage un outil. Pas de blabla, mais que du concret. Et si en regardant cette vidéo, tu te dis « Steve, c'est exactement ce que je vis comme problème. Je suis dans ma tête, j'arrive pas à rentrer dans l'état de flow. J'ai un objectif concret, la nationale, le centre de formation, les hauts niveaux, et j'ai besoin d'un regard extérieur précis. Alors, il y a un appel diagnostic gratuit de 30 minutes. On regarde ensemble exactement ce qui bloque ta performance mentale. Ce n'est pas un appel de vente, c'est un vrai diagnostic. Tu repars à la fin d'ailleurs avec un plan d'action précis. Là encore, le lien, il est en description. Les joueurs qui font appel à cet appel comprennent en 30 minutes ce qui bloque leur performance depuis des mois. Et si tu veux aller plus loin, tu peux regarder cette vidéo qui apparaît juste là, ou là, ou là. Et je te dis à la prochaine.